Woerth, bonjour. Oui, bonjour. Et donc, bienvenue en fanfare, comme vous l'avez vu. Hier, la réforme des retraites était au menu d'un dîner très politique à l'Élysée. Concertation pendant l'automne, puis projet de loi à part entière dans l'hiver et adoption avant l'été. Le président donne l'impression de temporiser. Vous le regrettez ou est-ce que c'est prudent ? Bon, il y a eu un débat, donc on voit bien que tout le monde n'était pas d'accord sur le calendrier. Notamment dans la majorité, oui. J'espère que tout le monde sera d'accord, oui, dans la majorité, puis plus largement. Donc je pense que ce qui est très important, au fond, c'est quand même le contenu du texte. C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut qu'il y ait un accord sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est plus difficile vis-à-vis des partenaires sociaux, ça c'est sûr, puisqu'il y aura une mesure d'âge, j'imagine. Là, le président l'a dit à plusieurs reprises, et c'est dans sa campagne. Donc il y aura une mesure d'augmentation de l'âge. C'est pas pour faire, c'est pas pour donner le sentiment d'une brutalité. C'est pas l'idée qu'il faut absolument, en tapant sur sa chaise, augmenter l'âge de la retraite. C'est juste une nécessité pour régler mieux notre système par répartition. Donc c'est une mesure de sauvegarde. Alors, comme l'ont fait d'ailleurs du système par répartition. Comme l'ont fait la plupart de nos voisins en Europe. Évidemment. Mais nous l'avons fait il y a une douzaine d'années. Voilà. Donc tous les 10 ans, il faut régler à nouveau l'ensemble des paramètres du système par répartition. Sinon, on met en danger tous les actifs qui aujourd'hui payent une retraite et qui prendront le risque de ne jamais avoir de retraite eux-mêmes si on n'est pas suffisamment courageux pour le faire. Quel est le bon âge ? Parce que dans la campagne, le président avait du 65, puis 64. On a des pays voisins qui sont à 67. Pour vous, quel est le bon âge ? C'est très complexe parce que à la fois, il y a un âge qui permet grosso modo de se dire qu'on sécurise dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent le financement du système par répartition. Puis après, il y a l'âge accepté, acceptable, qui renvoie à son propre travail, sa propre vie au travail, les conditions de son propre travail. Tout ça, c'est évidemment, ça doit être de mieux discuté. Pénibilité, ça peut être un critère. On voit bien que dans les autres pays, les gens partent en moyenne plus âgés que nous. Et donc, le regard sur l'âge au travail est fondamental. Donc, le rôle des entreprises est majeur. On doit pouvoir travailler autrement, évidemment, encore à 62, 63, 64, peut-être même 65 ans, sans que le regard... On ne peut pas travailler si le regard des entreprises ne change pas. Oui. Si on vous considère comme à 55 ans perdu pour l'entreprise, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le taux d'activité des seniors a beaucoup augmenté après la réforme qui a poussé à 62, et c'est une bonne chose. On a besoin d'augmenter la quantité de travail en France. Que faire des régimes spéciaux ? Il faut les inclure dans cette loi et régler le problème définitivement. Oui, il faut les inclure. Il y a eu plusieurs réformes des régimes spéciaux, mais qui sont jamais allées totalement au bout des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut considérer qu'il n'y a plus vraiment de régime spécial. Je parle des grands régimes qui font qu'à un moment donné, sur une carrière complète, on parte bien plus tôt que l'ensemble des autres salariés, parce que c'est souvent une comparaison par rapport aux salariés du privé, et donc il faut aller jusqu'au bout des choses et le faire sans brutalité. Alors ça peut y avoir différentes manières d'y arriver, on le voit bien, mais il faut le faire. Et puis après, le vrai régime spécial en réalité, c'est la pénibilité ou la carrière longue. La carrière longue, c'est que si vous avez commencé à travailler aujourd'hui, quand même, jusqu'à 19 ans, donc on n'est plus à 14 ou 15 ans. Donc, oui. Ça veut dire que si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous avez une carrière longue, donc vous pouvez partir un peu plus tôt. C'est le cas aujourd'hui. Il faut évidemment préserver ça. Puis la pénibilité, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes un peu plus usé, c'est pas très beau comme terme, mais physiquement par votre travail, pas par votre vie personnelle, par votre travail, à ce moment-là, vous devez pouvoir, dans certaines conditions, pouvoir partir aussi plus tôt. C'est des conditions qu'il faut continuer à définir, sur lesquelles il faut continuer à discuter, sans parler évidemment des petites retraites. Mais tout ce que je sais, c'est qu'une réforme des retraites qui vise la sauvegarde du système par répartition, cette extraordinaire chaîne de solidarité entre les générations, c'est d'abord une augmentation de l'âge de départ, et évidemment les gains obtenus par cela ne peuvent pas être totalement dépensés par des mesures supplémentaires, parce que sinon vous vous retrouvez à nouveau dans un système déficitaire et déséquilibré. L'opinion est très réticente. 55% des Français, selon l'Institut Elab, refusent de travailler plus longtemps pour financer le système social. Une majorité écrasante considère que 63 ans, c'est le maximum. Il va falloir convaincre les Français. Oui, mais si vous posez la question de savoir aux personnes si elles veulent partir avec une retraite minorée, avec moins de retraite et moins de pension, elles vont vous dire qu'elles ne sont pas d'accord. Et je peux le comprendre. Si vous leur dites qu'il va falloir cotiser plus personnellement pour payer la retraite, elles ne sont pas d'accord non plus. Donc, c'est jamais une réforme facile pour ces raisons-là. Et puis, il faut dire les choses, parce que si c'est pour baisser, sans le dire, les pensions au fur et à mesure, doucement, si c'est pour faire en sorte qu'on augmente comme ça un peu les taux de prélèvement sur les pensions,
c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut l'assumer de façon collective, notre système par répartition. Et l'assumer, c'est aussi d'en tirer toutes les conséquences. Et je crois qu'il faut penser aux jeunes d'aujourd'hui et aux actifs d'aujourd'hui, qui sont les retraités de demain. Ils doivent bénéficier du même système. Alors, il faudra trouver un moyen technique de faire adopter ce texte. Alors, quelle est votre préférence? Un deuxième projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce qui permet d'avoir un 49.3 quasiment automatique, ou est-ce qu'il faut une loi spécifique, la loi retraite? Ça pouvait avoir un sens de le mettre dans le PLFSS. Là, tout de suite. C'est un texte, personne ne le connaissait, ce texte, au fond. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un texte de financement de la sécurité sociale. Ça pouvait avoir un sens de le mettre maintenant, et puis un deuxième texte d'accompagnement d'ici le début d'année prochaine. Après, je ne sais pas s'il faut un projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif dès le mois de janvier, puis un texte d'accompagnement un peu plus tard. Ça, je pense que en réalité, ça devient de la tactique. Et bon, le gouvernement décidera et concertera sans doute là-dessus. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder ce qu'on peut mettre à l'intérieur du texte de retraite. L'âge, bien sûr, et surtout l'âge, puisque l'âge, c'est bien plus efficace que l'augmentation du nombre de trimestres. L'augmentation du nombre de trimestres à partir du moment où on a des carrières longues telles qu'elles sont aujourd'hui construites, c'est-à-dire de façon très importante, l'âge est évidemment ce qu'il y a de plus juste. C'est la variable clé. Alors, la semaine a été aussi marquée par les premières grandes lignes du budget 2023 qui ont été dévoilées. On ne voit pas beaucoup de diminution du déficit. Alors ça doit vous faire mal parce que vous êtes soucieux des comptes publics. Alors, on n'en voit pas du tout, puisque oui. La prévision du gouvernement, c'est le même déficit que cette année, donc on verra bien. L'année, d'abord, la situation économique aujourd'hui est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. On a quand même un taux d'emploi plus important, le chômage continue à baisser, la croissance est plus forte en 2022 qu'en 2023. Mais comme toujours, il y a pas mal de nuages noirs qui s'amoncellent, la crise énergétique qui perdure, beaucoup d'autres choses comme ça. L'Allemagne aussi qui ralentit, qui est notre principal partenaire et qui a une très faible croissance. Donc tout ça incite à la prudence sur 2023. Bon, donc un déficit à peu près équivalent. À la limite, pourquoi pas? Oui, il faut vraiment que je me force pour dire ça. Oui, 5%. À la limite, pourquoi pas, à partir du moment où l'argent qui est mis pour protéger les Français permet de réformer. Si l'argent qui est mis pour protéger les Français de l'ensemble de cette inflation, qui est très préoccupante, permet d'apaiser les choses et de continuer à réformer notre pays, comme le président de la République a été élu pour ça, son projet, c'est cela. Alors c'est nécessaire de le faire. Vous voyez les réformes sous ce budget, oui, vous pensez que l'esprit de réforme est là? Je le crois profondément. Je pense qu'il y aura bientôt un texte au mois d'octobre sur tout ce qui concerne l'énergie et la programmation écologique. C'est fondamental. Ça veut dire aussi plus de contraintes pour nous tous, pour les entreprises, pour les particuliers que nous sommes, pour évidemment les administrations publiques. Donc c'est un pays ensemble qui affronte cette crise fondamentale de l'énergie dont nous devons ressortir grandi en fait, en ayant rendu plus propre l'ensemble des énergies que nous consommons. Vous avez vu, je crois, Bruno Le Maire hier. Quelle est sa priorité selon vous? Éviter la récession, protéger ce pouvoir d'achat des Français ou satisfaire Bruxelles parce qu'on a des comptes à rendre? Il est un peu sur tous les fronts parce qu'il a un ministère très, très important. À la fois conserver l'idée que la France doit être souveraine sur le plan financier, avec les finances publiques ne peuvent pas être léguées comme ça en deuxième priorité. Donc c'est extraordinairement important de dire à un moment donné, on va switcher l'augmentation de la dépense de fonctionnement par de l'augmentation de la dépense d'investissement. On a besoin aujourd'hui d'investir. C'est une étape majeure que doit franchir notre pays. On n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais c'est une étape majeure. Et ça va jouer dans les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est pour ça que la chronologie des réformes est importante. Parce que s'il y avait plus grand-chose à faire après, juste des réformes de routine ou d'accompagnement, on pourrait se permettre de perdre un peu de temps. Mais là, il faut à la fois concerter et en même temps pas perdre de temps. Donc c'est pas si simple. Mais c'est aussi être très enthousiasmant. Tout ça devient un projet national. Et profondément national et profondément aussi européen. Car vous remarquez que l'Europe se révèle en ce moment. Et elle se renforce peut-être à travers cette guerre et cette recherche d'indépendance énergétique. Je trouve que c'est une des bonnes nouvelles dans cette guerre épouvantable. Si on essaye de trouver des choses qui sont positives, c'est évidemment le renforcement de l'Europe
l'Europe, même si il y a des faiblesses, tout le monde le sait bien, et l'Europe n'est pas un pays, donc par principe, ce sera toujours plus compliqué que des décisions prises par un pays. Mais quand même, l'Europe s'est renforcée et la France y contribue. Et est-ce qu'on va avoir un hiver où il faudra demander aux Français et aux entreprises des sacrifices majeurs sur la consommation d'énergie? Je pense qu'on va en discuter dans les jours qui viennent. Il y aura d'ailleurs une campagne de publicité là-dessus, une campagne d'information, il y aura beaucoup de choses, un texte à partir de début octobre, donc ça va faire l'objet d'un débat. Il y a la nécessité de poursuivre le même objectif. C'est formidable, on a rarement des objectifs collectifs. Là, cette fois-ci, on a un objectif collectif, donc tout le monde doit s'y mettre, en fonction de ses moyens, à la fois les entreprises qui doivent être aidées, c'est-à-dire les plus petites entreprises vont continuer à être aidées, les entreprises très électro-intensives vont être préservés. Préserver, aider, et puis on va essayer de programmer, je pense, les choses. Et pour les particuliers, col roulé, sobriété. Col roulé, pas col roulé, en tout cas, des vêtements plus chauds, et pour essayer de faire en sorte qu'on diminue un peu le niveau du chauffage et la consommation globale de l'électricité. Et puis évidemment, beaucoup d'argent, il y en a beaucoup dans le budget d'ailleurs, pour essayer d'aider les Français à faire des travaux dans leur propre logement. Donc c'est beaucoup de choses, mais ça tire dans le même sens. Et c'est ça qui est assez formidable. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu de projet vraiment national et où chacun peut comprendre le rôle qu'il peut jouer à l'intérieur dans une mobilisation d'un projet. Collective. Et ça, c'est plutôt bien. Dernier mot sur le budget. On avait vraiment besoin de 10 000 fonctionnaires de plus sur l'année 2023, même si ce sont des gendarmes, des magistrats. J'ai plutôt contribué, mais maintenant ça fait 10 ans, j'ai plutôt contribué à la réduction du nombre de fonctionnaires. Je pense qu'il faut continuer parce que d'autres pays arrivent à produire la même qualité de service public, voire une qualité supplémentaire avec un peu moins de fonctionnaires. Il faut plus de contractuels, il y en a déjà, sans doute moins de personnes sous statut. Il faut augmenter l'efficacité de la production administrative. Et Dieu sait qu'il y a des poches de productivité absolument gigantesques. C'est là où sont les économies. Les économies, c'est un peu partout. Il n'y a pas d'économie miracle à faire. Il y a beaucoup d'économies à faire sur notre capacité à produire à un coût raisonnable le service public. Vous n'avez pas pu, à cause de votre agenda, participer au match de foot caritatif C'est vraiment une question d'agenda. Là, des parlementaires. Est-ce que vous comprenez le boycott de la gauche qui ne voulait pas jouer avec des députés RN ? Non. Écoutez, en réalité, moi, je fais partie de cette équipe depuis très longtemps et on s'est jamais posé toutes ces questions-là. Donc, c'est pas la peine de tout politiser. Je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est juste un match de foot. On peut jouer. On reste l'Assemblée nationale, qu'on soit RN, LFI ou évidemment dans la majorité ou LR. On reste l'Assemblée nationale et ça n'a jamais été l'affaire des groupes politiques. Ça a toujours été une affaire personnelle. Est-ce que j'ai envie ou pas de jouer au football contre une équipe en général infiniment plus forte que la nôtre pour une bonne cause. Pour une bonne cause. C'est aussi simple que ça. Et de temps en temps, c'est bien de se poser des questions simples et de ne pas tout politiser. Éric Woerth, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités. Est-ce que David le connaît? David, ça l'intéresse. La blague est mal passée. À demain.